Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ce magnifique plateau de TF1 pour notre 4e matinale organisée par notre cabinet, dont le thème est droit du travail, la réforme impossible sans point d'interrogation. Pourquoi sans point d'interrogation? Parce que nous avons souhaité effectivement autour de ce plateau réunir comme d'habitude des invités prestigieux qui nous permettront peut-être de mettre un point d'interrogation à la fin de cette manifestation. Invité prestigieux que je vais me permettre de vous présenter immédiatement. À ma droite, Laurent Marquet-Vasselot, bonjour. Vous êtes avocat associé au bureau Francis Lefebvre, membre du directoire et professeur des universités associées à Panthéon-Assas. C'est à ce titre d'ailleurs que vous avez été sollicité très en amont de la réflexion sur la loi travail et je me permettrai de vous solliciter sur ce point dans quelques instants. Bertrand Martineau, bonjour. Vous êtes économiste. Ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Vous avez récemment, très récemment d'ailleurs, je crois qu'il est sorti il y a peu de temps, écrit un ouvrage qui est au cœur de notre sujet de ce matin, Un autre droit du travail est possible. Vous allez peut-être précisément nous permettre de mettre un point d'interrogation au thème de cette matinale. Jean-Dominique Simon-Poli, bonjour. Vous avez créé en 2003 l'association Dialogue, qui aujourd'hui fédère plus de 80 entreprises. Vous avez une carrière dans les entreprises, mais aussi une carrière syndicale. Et votre association a pour but de fluidifier précisément le dialogue social dans les organisations. D'essayer en tout cas. Nous aurons l'occasion effectivement d'échanger avec vous sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le dialogue social que nous avons connu ces derniers temps. Xavier, pardon, excusez-moi, je ne vais pas vous appeler par votre prénom. Xavier Moulin, bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le DRH du groupe Eurotunnel et vous nous apporterez la vision du directeur des ressources humaines en conclusion de ce débat. Laurent Marquet-Vasselot, je vais me permettre de commencer par vous, puisque vous avez eu l'occasion, en amont des réflexions concernant la loi travail, de réfléchir effectivement à la finalité de cette loi, et j'aimerais vous proposer de nous poser le cadre des intentions initiales de la loi et de nous permettre d'être plus à même de comprendre comment elle a évolué à ce jour, en sachant que l'évolution n'est pas terminée. Pour essayer de poser le cadre de ce qu'ont été les prémices de la loi travail, je crois qu'il faut en revenir à une période un peu plus ancienne. Le temps passe vite, nous sommes en février 2015. Et le Premier ministre ouvre auprès des partenaires sociaux une réflexion visant à donner une place beaucoup plus large à la négociation collective dans la construction du droit du travail. Pour ce faire, il saisit le président de la section sociale du Conseil d'État, Jean-Denis Combrexel, d'une réflexion dans un cadre dont on n'a sans doute pas mesuré à l'époque qu'il était particulièrement ambitieux. Et je le cite, « faire des propositions ne se limitant pas à des aménagements du cadre législatif actuel, mais ouvrant des perspectives nouvelles et audacieuses, capables de moderniser en profondeur notre système des relations collectives. » Et donc l'ambition de la loi était déjà posée en réalité il y a de nombreux mois. La conviction qu'on peut avoir, c'est que autant il y a un souffle conventionnel qui est très fort, qui est en réalité très ancien. Si on prend un peu de recul, les lois Auroux connaissaient déjà la négociation dérogatoire, connaissaient déjà un certain nombre de principes très avancés en cette matière. Les lois Fillon et les lois Bertrand ont promu également une négociation collective qui a été au cœur de l'évolution du droit au travail. Est-ce que, comme le disent d'aucuns, on peut craindre qu'à terme, cette loi soit inconstitutionnelle? Alors on ne peut pas en faire une analyse générale. Je pense que sur le sujet qui intéresse le plus grand nombre, c'est-à-dire la hiérarchie des normes, il n'y a pas de sujet de manière constitutionnelle, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, le principe du plus favorable n'est pas un principe de nature, ne rentre pas dans le détail, n'est pas un principe de nature constitutionnelle. Donc il appartient au législateur de déléguer aux organisations syndicales le soin d'organiser la hiérarchie des normes et le cas échéant, comme la loi de 2008 qui avait déjà fait en réalité, de faire en sorte qu'un accord d'entreprise puisse comporter des dispositions qui diffèrent ou qui soient moins favorables qu'un accord de branche. Donc ça n'est pas un sujet qui est de nature à faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité et donc d'une remise en cause. Bertrand Martineau ? Oui, je voulais juste abonder dans ce sens. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a été à peu près établie en 2008, la loi du 20 août 2008, qui a inversé en fait, la hiérarchie des normes dans 90% des domaines à peu près relatifs au temps de travail. C'est-à-dire que les forfaits jours,
le contingent d'heures supplémentaires et modulation, annualisation du temps de travail, qui sont des réformes extrêmement profondes. On a quand même largement détricoté les 35 heures à l'époque. Et le Conseil constitutionnel a, à ce moment-là, a donné une jurisprudence qui permet, moyennant un encadrement raisonnable par la loi, et là en l'occurrence il y en a un, puisqu'on ne pourrait pas descendre en dessous de 10% de majoration des heures supplémentaires, fait que l'inversion de la hiérarchie des normes est possible. Donc elle est possible, elle est tellement possible qu'elle a déjà été largement faite en 2008, on ne le dit pas assez, et elle a été jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Donc le risque est très faible, sauf évidemment revirement de jurisprudence, qui peut toujours arriver, mais ça m'étonnerait un petit peu. Je n'ai pas le sentiment que cette loi, elle apparaisse comme étant un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire, j'ai plutôt le sentiment qu'elle est le résultat, le fruit, en tout cas, de tout un processus qui s'est engagé. Effectivement, on pourrait considérer que 2008, ça a été un élément tout à fait déclenchant. On peut remonter aux lois Aubry. Hein. Oui, on peut remonter aux lois Aubry. Là, on est peut-être même remonté à Auroux, c'est oui. vrai, mais même les lois Aubry, c'était quand même... Tout à fait. Mais 2008, ça a été aussi une avancée spectaculaire, en particulier sur tout ce que vous évoquiez en termes de temps de travail, la possibilité de déroger, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, on fait comme si la hiérarchie des normes, l'inversion de la hiérarchie des normes, aux yeux de certains, était un vrai sujet. Je pense que le problème, il n'est pas franchement là. Ce qui a été peut-être l'élément déclenchant, c'est que cette loi a été effectivement mal préparée. Mal préparée dans le sens où il n'y a pas eu les concertations préalables, encore que d'un certain point de vue, il y avait eu une négociation interprofessionnelle qui s'était engagée peu de temps avant, mais qui n'avait pas abouti. Et donc, le législateur a repris un peu la main, et peut-être de manière un peu directive, sans se soucier vraiment de l'avis des organisations syndicales et patronales. Après, le conflit lui-même, enfin, tout ce qui s'est déroulé depuis quelques semaines et depuis quelques mois, je crois que dépasse largement le cadre de la loi elle-même. Elle est venue, en réalité, se voir polluée par un certain nombre de dispositifs qui ont rendu sa présentation à la fois excessivement complexe et qui ont été le centre de forces qui l'ont totalement déstabilisée. Sans doute pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'ambition de cette loi a été de contenir des droits nouveaux pour les salariés. Je pense au compte personnel d'activité qui n'a pas fait véritablement l'objet d'une étude d'impact, qui a probablement été présenté de façon trop rapide et qui n'a pas eu probablement la portée qu'il devait avoir. En deuxième lieu, cette loi a fait l'objet sans doute de tendances d'une autre nature que la tendance conventionnelle et visant à compléter son dispositif d'un certain nombre de mesures qui visent à donner plus de flexibilité à l'entreprise et qui, ces dispositions ont été parfaitement incomprises. Je pense à des dispositions qui sont relatives à la cause économique du licenciement et à la redéfinition de la cause économique du licenciement qui a suscité des réactions particulièrement vives à l'occasion de son introduction dans le dispositif lui-même. Et je pense à un deuxième sujet qui est celui de ce qu'on pourrait appeler la barémisation des indemnités de rupture, c'est-à-dire la sécurisation pour l'employeur, et notamment les petites entreprises, du contentieux du licenciement économique individuel et de la volonté de fixer un cadre permettant de sécuriser ces ruptures du contrat de travail qui, là aussi, a été sans doute assez mal présenté, assez mal compris et a suscité des réactions les plus importantes. Il en est résulté, on reviendra sans doute sur ces sujets, un ensemble législatif qui procédait d'une ambition très forte, probablement portée par des principes fondamentaux qui étaient satisfaisants, mais qui a fait l'objet d'une présentation incomplète et qui aujourd'hui, on doit à la vérité de le dire, a été amputé d'un très grand nombre de ces dispositions. J'évoquais la notion de cause économique, j'évoquais le barème des indemnités de rupture, et qui est aujourd'hui dans une situation d'extrême confusion. On sait que le Sénat a modifié une grande partie des dispositions adoptées par l'Assemblée par la voie du 49.3, et il faut bien reconnaître que l'ambition que portait cette loi est aujourd'hui particulièrement affaiblie et qu'on peut douter très largement que cette réforme puisse porter ses fruits. En tout cas, ayons l'humilité de dire que nous sommes dans une situation d'incertitude très fort au regard de principes fondamentaux qui pourtant devaient lui donner une très grande lisibilité. Bertrand Martineau, lorsque nous avons discuté ensemble en préparation de cette matinale, vous me disiez qu'il aurait peut-être fallu s'y prendre autrement. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'éléments sur votre position ? Alors, déjà, je voudrais commencer par le fait que, objectivement, c'est difficile de réformer le droit du travail.
pour des raisons qui ne tiennent pas uniquement lieu à la plus ou moins grande habileté d'un gouvernement. En fait, il y a 3 difficultés qu'on a quand on veut réformer le droit du travail. Le problème, c'est qu'il y a déjà l'éclatement du système productif français en des entreprises et des secteurs qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes, ne sont pas exposés de la même manière à la concurrence. Ça va des entreprises quasiment publiques jusqu'à des petites entreprises ou des grandes entreprises très ouvertes à la concurrence. Public-privé. Donc, vouloir réformer le droit du travail pour que ce soit à la fois adapté à la start-up qui vient de se créer et à un grand groupe du CAC 40, déjà, c'est pas évident. Et ça se voit d'ailleurs très concrètement dans les divergences patronales qui deviennent énormes entre les artisans, le MEDEF. Le même MEDEF est tiraillé lui-même entre différentes parties. C'est extrêmement difficile de prétendre avoir un droit du travail homogène et à peu près uniforme pour tout le monde. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça a toujours été difficile, mais là, ça devient franchement compliqué. C'est ce qui explique qu'on empile, en fait. Tout à fait, voilà. Alors, avec des dérogations, des seuils, etc., dans tous les sens. Ensuite, le deuxièmement, c'est l'éclatement des statuts du travailleur. Le travailleur en France a maintenant des statuts de plus en plus éclatés. Alors, on connaissait le CDD, l'intérim, le CDI, mais il y a aussi maintenant des relations à 3 avec le portage salarial. Il y a même maintenant des choses assez innovantes, le CDI dans l'intérim. Oui. Vous avez les travailleurs indépendants, qui sont parfois économiquement dépendants et qui ne sont formellement pas dans le droit du travail. Donc, vous avez un éclatement extraordinaire des statuts du travailleur, alors que vous avez un droit du travail qui est fondamentalement construit pour, en gros, l'ouvrier en CDI, dans la grande entreprise plus ou moins protégée, homogène, avec des problématiques homogènes, c'est-à-dire des temps de travail uniformes, des questions de pénibilité à peu près uniformes, des ouvriers à peu près interchangeables et peu éduqués. Et faisant une carrière longue. Voilà, exactement. Voilà, donc vous avez un droit du travail qui n'est pas adapté, en fait, à cet éclatement des statuts. Il est très difficile de prendre en compte toute cette diversité des statuts. Et troisième difficulté, elle est très profonde, c'est que vous avez dans la population des aspirations tout à fait contradictoires, aussi bien du côté des salariés et des employeurs, à davantage de liberté, y compris des salariés, de liberté sur le temps de travail, sur la souplesse, sur l'organisation, sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, des questions de progression de carrière, donner du sens à sa vie professionnelle, etc. Donc des aspirations à la liberté très très fortes et à l'autonomie. Puis vous avez des aspirations très très fortes également à la protection professionnelle, protection en cas de chômage, etc. Et ce n'est pas facile à concilier. Donc voilà, restons humbles. Ces sujets sont extrêmement compliqués et sont traversés par au moins 3 grandes choses difficiles à concilier. Alors après, on peut être plus ou moins habile. Je rappelle que le droit du travail n'a pas été un objet du débat présidentiel de 2012. Il n'était pas présent. Contrairement à 2007, il n'était pas présent, ni à gauche, ni à droite. Et donc, s'agissant d'une inflexion politique majeure, et on pourrait même être plus fort qu'inflexion, il aurait été souhaitable que le président de la République, au mois de janvier, au moment des vœux, fasse une préparation d'artillerie en expliquant sa vision, en faisant de la pédagogie, en s'engageant personnellement et en première ligne, et en portant et en assumant à fond une réforme aussi importante. Cela n'a pas été fait. Lors des vœux, il a parlé de la relance de la formation professionnelle pour les chômeurs. Tout ça est fort sympathique. Enfin, vous voyez bien qu'il n'a pas annoncé une réforme profonde du droit du travail. Ensuite, autre erreur tactique, le gouvernement n'a pas conçu son premier projet de loi avec quelques soutiens. Alors qu'il n'ait pas la CGT avec lui, c'était assez évident. Il aurait pu, à peu de frais, avoir la CFDT avec lui. Il n'a pas eu la CFDT avec lui. Donc il y a eu une erreur de ce point de vue-là. Ensuite, il y a des erreurs de com. Et il ne l'a pas eu parce qu'il ne l'a pas sollicité ? Apparemment non, puisque ce texte est sorti de manière assez extraordinaire et qui a fait hurler notamment la CFDT. Donc une communication désastreuse avec des fuites, avec diverses versions, ce qui fait que même les spécialistes ne savaient plus très bien. Pendant 2-3 semaines, il y a eu un flottement total pour savoir ce qui était dedans, ce qui n'était pas dedans, etc. Alors ensuite, on a eu des textes qui ont gonflé, qui sont devenus très techniques. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait M. Marquet-Vasselot, c'est-à-dire qu'on partait sur une réforme qui se voulait assez ambitieuse, et puis on arrive à un texte qui fait 200 pages, avec caviardé de petites mesures techniques, qui sont souvent d'ailleurs très très intéressantes, enfin, qui sont très bien pour les praticiens et les spécialistes. En gros, la Direction générale du travail avait tout un tas de petites réformes dans ses tiroirs, et elle en a profité, et c'est bien normal d'avoir un véhicule législatif pour ressortir tout un tas de petites réformes, de petites améliorations à la marge, et on arrive à ce texte qui devient très technique, qui est à peu près lisible pour des gens qui n'ont pas au moins une licence en droit du travail. Et donc, ça ne facilite évidemment pas le débat. Et je voulais revenir sur la loi de 2008. Elle est intéressante parce qu'effectivement, elle ouvrait déjà ce champ dérogatoire et cette nouvelle articulation des normes. En revanche, et c'est un sujet d'interrogation, elle est aussi
un sujet un peu délicat dans le développement de la norme conventionnelle, en ce sens qu'elle a été très peu utilisée en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre le discours visant à placer la norme conventionnelle et l'accord d'entreprise au centre de l'évolution du droit du travail, il y a des sujets sur lesquels on reviendra peut-être, qui est la réalité des acteurs et l'aptitude des entreprises à avoir des interlocuteurs à même de faire évoluer les dispositions du droit du travail. C'est-à-dire que autant nous pouvons, en tant que spécialistes, nous interroger sur l'articulation des normes, autant constater que la loi de 2008 n'a pas, dans le domaine très important pour l'entreprise de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail, produit des accords collectifs que la loi de 2008 autorisait à produire, nous interpelle en réalité. Parce que c'est bien la question de savoir si cette grande évolution vers l'accord collectif d'entreprise, elle est susceptible d'être mise en œuvre à raison des acteurs et du jeu de la négociation collective dans les entreprises. Ah oui, si on veut que les acteurs jouent un rôle prépondérant dans leur entreprise pour développer la négociation collective, il faut les mettre en situation de pouvoir le faire. Auparavant, un syndicaliste lambda, quelle que soit son organisation, avait beaucoup de facilité pour discuter et négocier sur les salaires ou les conditions de travail, par exemple, parce que ça fait partie de son ADN d'un certain point de vue. Mais c'est vrai que dès l'instant où on rentre sur des problématiques qui sont plus complexes, comme un accord d'intéressement ou un PERCO ou un accord de GPEC, ça demande d'acquérir des compétences qui ne sont pas nécessairement acquises dans l'exercice d'un mandat traditionnel. Et comme les confédérations syndicales n'ont plus les mêmes possibilités de formation qu'auparavant, ou la même volonté parfois même, c'est vrai que ces syndicalistes sont un peu démunis. Et donc tout l'enjeu de toutes ces évolutions législatives, c'est de donner aussi aux acteurs la possibilité de pouvoir entrer dans la négociation. Donc d'où l'intérêt de les aider, à travers des dispositifs de formation, les aider à progresser pour pouvoir y parvenir. On est à chaque fois sur une problématique de maturité, une problématique de temps. Le facteur temps est très important. C'est un sujet d'ouvrir la possibilité de créer des sections syndicales. C'est un autre sujet d'avoir la capacité à négocier au cœur de l'entreprise les normes les plus adaptées. Donc il faut du temps, il faut de la formation, il faut de l'écoute, il faut du dialogue. Et ça, je pense que le bon niveau, c'est l'entreprise, c'est l'établissement, c'est au plus près du collectif de travail. Qui doit quand même, malgré tout, être encadré. Qui doit naturellement être encadré. C'est pour ça que je pense que le droit du travail doit être doit se retrouver au point de convergence entre les rapports Lyon-Caen et Badinter et les rapports Combrexel, c'est-à-dire un droit du travail qui pense global, un droit du travail qui rassure dans ses principes, mais un droit du travail qui se vit et qui se décline localement. Un droit du travail qui se décline et qui se vit localement, qui puisse être facteur d'agilité et de réactivité au niveau local, pour au final non pas préserver le travail salarié, mais au final favoriser et préserver l'emploi. Parce que c'est peut-être ça une des réponses que je peux poser, enfin une des propositions de réponse à la question un autre droit du travail est-il possible ? Il est peut-être possible de créer un autre droit du travail en créant un droit de l'activité professionnelle, un droit de l'emploi, mais un droit qui couvre tout le monde et qui évite les éclatements qui étaient montrés du doigt par Bertrand Martineau tout à l'heure, ces éclatements concernant les statuts des intermittents, concernant les statuts des dockers, concernant différents statuts, et que voilà, l'objectif en France, c'est d'avoir un emploi, d'être rassuré, de faciliter, de favoriser les mobilités professionnelles, et force est de constater que notre droit actuel, obèse et bavard, ne facilite pas cela. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que si on veut développer la négociation collective, et là c'est un point de désaccord qu'on peut avoir, vous faisiez état des différents rapports qui sont sortis tout au long de l'année précédente, il y a un point sur lequel moi je suis complètement opposé, c'est l'idée selon laquelle on puisse demain négocier avec des individus qui ne sont pas issus d'organisations syndicales. Ça c'est un point pour moi qui est assez fondamental. On ne peut pas dire d'un certain point de vue que la société est complexe, que le monde de l'entreprise est extrêmement complexe, et d'autre part, dire dans ces cas-là, on va négocier avec le premier venu. Il suffit qu'il lève la main, et puis ça va être un interlocuteur valable. Non, il faut des organisations syndicales, donc il ne faut pas faire sauter le monopole du premier tour, qui est un des sujets de discussion, parce que ça fait partie en tout cas des points qui ont été mis dans le débat dans le courant de l'année dernière, et considérer que oui, c'est compliqué de discuter avec des syndicats, et peut-être qu'ils ne sont pas tous à la hauteur, comme on dit, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre voie possible que la discussion entre organisation syndicale et direction entreprise. Je rejoins totalement Jean-Dominique sur ce point, mais je préciserai peut-être que ce n'est pas tant une question de monopole ou pas. Le monopole, il est lié à notre culture sociale, et il n'est, en effet, ce n'est pas le bon moment si on voulait faire
sauter ce monopole, entre guillemets, mais c'est une question de légitimité. C'est une question de la légitimité de celui avec lequel on discute, de celui avec lequel on négocie. Et aujourd'hui, force est de constater que les syndicats ont cette légitimité dans notre paysage social français, et cette légitimité qui a été renforcée justement par la loi de 2008, qui les oblige à avoir une représentativité de 10% pour être en capacité de négocier avec l'entreprise. Au passage, il y a beaucoup de DRH, mais Xavier Moulin le dira, et c'était aussi dans le rapport Combrexel, il y a beaucoup de DRH qui sont en difficulté pour expliquer à leur patron, au PDG, que le dialogue social est un facteur de compétitivité. Parce que c'est tellement formel, ça coûte tellement d'hommes-heures et en réunionnite, que franchement, vu du DG, qui n'a souvent pas beaucoup d'appétence pour la chose sociale, c'est assez difficile d'expliquer, mais si je vous assure, le dialogue social, c'est un facteur de compétitivité. Quand on regarde le Code du travail français, on n'a quand même pas l'impression que toutes ces obligations formelles soient un facteur de compétitivité. Et vous parlez du DG et je ne vous parle pas de l'actionnaire, qui Voilà, souvent d'ailleurs si peut en être plus, il n'est pas étranger. français, et voilà. Alors tout à l'heure, il y a quelques instants, on parlait des acteurs. Excusez-moi, Xavier Moulin. Oui, je voulais laisse la simplement parole. rebondir sur ce que disait Bertrand. Si certaines entreprises aujourd'hui, et pas toutes, puisque certaines ont quand même la culture du dialogue social, et de nombreuses entreprises négocient et signent des accords d'entreprise avec les acteurs syndicaux de terrain, si certaines entreprises aujourd'hui ont une certaine frilosité à négocier des accords d'entreprise, c'est parce qu'elles n'ont pas cette habitude, parce que leurs acteurs syndicaux ne sont pas encore formés pour ça, et qu'il peut y avoir une certaine défiance par rapport à la norme, puisqu'on est sur un droit du travail bavard, on est sur un droit du travail obèse, pour reprendre vos termes, qui je trouve sont très pertinents, et un droit du travail qui, au-delà d'être vivant, est instable. Et donc, rien de pire que l'instabilité et l'incertitude pour négocier. Donc, il faut, je pense, ma conclusion sur ce point-là, il faut laisser un peu de temps, il faut basculer d'une dynamique de confrontation vers une dynamique de confiance, et ça ne se décrète pas, ça se crée sur le terrain, à travers l'exemple, à travers un dialogue social de proximité, où on arrive à convaincre nos acteurs, et quand je dis nos acteurs, ce soit à la fois nos opérationnels et nos organisations syndicales, que la performance d'une entreprise, elle est obligatoirement économique et sociale. Elle est obligatoirement sociale et économique, et que l'économique et sociale se combinent obligatoirement pour... Particulièrement en France. Particulièrement en France, se combinent utilement pour créer de la valeur. Il y a déjà eu des analyses qui ont été faites sur le sujet et qui ont montré que dès lors qu'une entreprise favorisait le dialogue social, dès lors qu'une entreprise écoutait ses collaborateurs et qu'on avait donc des collaborateurs heureux, l'objectif n'est pas d'avoir des collaborateurs heureux, c'est un moyen pour avoir une entreprise performante. Et donc, il faut faire en sorte que nos collaborateurs soient dans de bonnes conditions pour pouvoir délivrer la performance attendue au service du collectif, la notion de partage de la valeur, et au service des actionnaires. Donc oui, naturellement, le dialogue social, définitivement, est un levier au service de la compétitivité des entreprises. Mesdames, messieurs, merci de votre présence à cette matinale. Le droit du travail, la réforme impossible, probablement pas. Probablement pas, à la condition effectivement de respecter un certain nombre de règles et de préparer correctement le terrain. Un autre droit du travail est possible, certainement, et je pense que nous en avons démontré les possibilités au cours de ce débat, riche et particulièrement interactif. Messieurs, je vous remercie de votre participation et de la qualité de vos interventions. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie à nouveau d'avoir été des nôtres au cours de cette 4e matinale de notre cabinet. À très bientôt. Merci. Au revoir.